Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame la présidente de la Fondation Miftah 7 pour le capital immatériel du Maroc, Monsieur le Président, honorable assistance, permettez-moi d'abord, au nom de Monsieur Nizar Baraka, le Président du Conseil économique, social et environnemental, de vous remercier pour cette invitation. Et il m'a chargé également de vous féliciter pour cette forte initiative et salue l'organisation de ce symposium de haut niveau. Dans l'étude du Conseil économique, social et environnemental sur le capital immatériel qui proposait les leviers d'une véritable émergence pour notre pays, le Conseil soulignait l'importance pour le Maroc d'incarner un pôle régional de coopération et de partage, en prenant appui sur les acquis du Maroc et notamment en capitalisant sur la stabilité, le dynamisme socio-économique et la richesse et la profondeur des liens culturels et historiques du Royaume du Maroc avec les pays du continent. Car il est une urgence, est celle de réfléchir et agir pour léguer aux générations futures un continent prospère et sûr de leur offrir les perspectives de vie, de stabilité et d'évolution dans leur région. Le souverain, on a d'ailleurs fait le fil conducteur d'une vision de co-développement sud-sud et de mobilisation collective pour des partenariats mutuellement profitables. Dans son discours du 6 novembre dernier à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a réaffirmé « Nous savons aussi que l'intérêt de nos peuples réside dans leur unité, leur complémentarité et leur intégration. » Dans le même état d'esprit, le Maroc s'emploiera à développer des partenariats économiques efficients, générateurs de richesses avec différents pays et différents groupements économiques, y compris avec l'Union européenne. Fin de citation royale. Une Afrique intégrée qui prend son propre destin en main et qui veille à l'amélioration du bien-être de sa population et particulièrement sa jeunesse. Notre pays est fortement attaché à cet ancrage qui constitue le socle de sa coopération. Et permettez-moi de rappeler déjà en 1961, lors de la conférence de Casablanca, Feu Mohamed V avait permis un sommet de chefs d'État qui avait lancé les jalons d'une unité africaine et qui allait conduire par la suite à la construction, à l'intégration africaine. Le Maroc croit fermement à l'utilité de cette intégration économique, il reste fermement attaché à son utilité et à mettre en œuvre et à construire avec les autres pays une politique continentale basée sur le maintien, sur une coopération multidimensionnelle, renforcée notamment en matière de maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ainsi, sous l'impulsion royale, 1000 accords ont été conclus depuis 2000 avec plus de 40 pays africains. Également, entre opérateurs économiques publics, 300 partenariats africains. Le flux des investissements directs étrangers marocains en Afrique ont triplé entre 2007 et 2016, en l'espace de près de 10 ans. Le Maroc occupe la première place d'investisseurs africains en Afrique de l'Ouest et la deuxième en Afrique. Et il est devenu cette zone est devenue la première bénéficiaire des destinations des investissements étrangers. Donc pour montrer toute l'importance que représente ce continent pour l'intégration africaine. C'est ainsi que le Maroc a inscrit son orientation d'intégration en Afrique dans le cadre d'une approche aussi stratégique visant un co-développement sud-sud fondé sur 3 piliers. La création d'un espace de paix désigné leader par l'Union africaine. Au niveau du co-développement, le Maroc a engagé des projets d'amélioration de la productivité agricole, notamment à travers des co-investissements dans des complexes d'engrais au Nigeria et en Éthiopie. Dans le domaine de l'énergie, il a lancé en partenariat avec le Nigeria les travaux d'études d'extension du projet du gazoduc offshore, objet d'un accord de partenariat stratégique et qui devrait relier l'Afrique de l'Ouest au sud de l'Europe. Donc tout ça, ce sont des investissements qui vont d'abord servir les pays d'Afrique tout au long de la façade atlantique et bien sûr faire le lien avec le sud de l'Europe. Et tout ça dans aussi un but d'accélérer les projets d'électrification et de valorisation agricole. Quand on sait le déficit en Afrique en matière d'énergie, donc ce genre de projets devront contribuer largement à l'intégration économique. Le Maroc a également engagé des initiatives d'annulation de la dette de certains pays d'Afrique
parmi les moins avancés, et procéder à l'exonération totale de leurs produits des droits de douane à l'entrée du marché marocain. Il a lancé également l'initiative le Triple A, comme vous le savez, pour l'adaptation de l'agriculture africaine. Et il a initié la création, lors du sommet africain pour l'action, de 3 commissions dédiées aux pays insulaires, aux États du Sahel ainsi qu'au bassin du Congo. Malgré ces efforts engagés, force est de constater que les échanges intra-régionaux restent en dessous de 20% au total des échanges des pays africains, contre 56% en Amérique, 60% en Asie, encore 66% en Europe. D'où le besoin de renforcer le maillage de notre intégration régionale et de favoriser le développement et l'intensification des chaînes de valeur régionales, qui elles-mêmes devraient faciliter l'intégration des pays africains devenant de plus en plus compétitifs dans les chaînes de valeur mondiales. L'objectif ici, c'est de rechercher des économies d'échelle, des complémentarités économiques interrégionales dans le processus productif de débouchés continentaux dans le cadre d'une véritable vision qui serait associée au processus d'intégration régionale. En misant sur des modes de coproduction qui favorisent l'intégration verticale des filières, nos pays pourraient augmenter et améliorer les chaînes de valeur et la coopération industrielle, économique et technologique. Dans ce modèle de coproduction, tel que nous le voyons, les premières étapes de production et de transformation devraient être davantage favorisées auprès des lieux de production, alors que les étapes suivantes d'amélioration ou plutôt de transformation pourraient être encore plus proches des grands lieux logistiques des consommateurs. On aura en tout cas développer des chaînes de valeur régionales partagées. Prenons le cas de certaines matières premières et qui font la richesse de notre continent, notamment le cacao, le coton, encore le fer, en développant des partenariats économiques avec les pays producteurs. Je prends comme exemple la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Cameroun qui, à eux trois, produisent presque 90% du cacao. Le Bénin, le Mali, Niger, le Burkina, les pays du C4 pour le coton, ou encore la Mauritanie pour le fer, eh bien, les pays pourraient créer des chaînes de valeur régionales et améliorer la valeur ajoutée qui pourrait dégager et apporter une contribution bien essentielle sur le plan des économies, de l'emploi et de la sécurité alimentaire. Voici quelques exemples concrets que les pays pourraient ensemble partager dans le cadre d'une coopération économique. Prenons aussi le cas des complexes d'engrais lancés en Éthiopie et au Nigeria par le Maroc. Ils constituent un soutien d'amélioration au processus d'amélioration de la productivité agricole africaine, un secteur fort stratégique en Afrique. Celle-ci doit être toutefois soutenue par des projets de diversification, d'industrialisation et de transformation des produits pour améliorer la productivité et la compétitivité des marchés. Mesdames et messieurs, les exemples en termes de complémentarité commerciale et de transformation entre les pays d'Afrique ne manquent pas. Certes, une volonté politique est nécessaire. Le commerce, la coopération technique, les chaînes de valeur régionales, et j'aimerais beaucoup insister sur la transformation et l'industrialisation, qui reste un des objectifs majeurs pour la transformation de notre continent, sont autant des canaux pour lesquels nous pouvons favoriser notre intégration économique. Cependant, le niveau de cette intégration reste tributaire de plusieurs impératifs. D'abord, pour que cette coopération économique puisse être intégrée dans nos économies, il est nécessaire d'engager plusieurs réformes en matière de gouvernance et surtout de renforcer la convergence dans les domaines réglementaires et fiscaux. Tout aussi stratégique, il y a la nécessité d'engager un processus de convergence sectorielle, les mécanismes de coordination des politiques sectorielles, l'harmonisation des politiques. On l'a vu entre la CEDEAO et l'UEMOA, donc c'est un processus d'harmonisation continue, la planification des investissements à l'échelle régionale, l'intégration monétaire et les législations, en particulier les droits des affaires. Nous disposons en Afrique d'un instrument formidable qui est l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Cet instrument, à notre sens, mérite d'être adopté et généralisé à l'échelle du continent. Par ailleurs, le transport aérien et maritime présente un support stratégique de l'intégration régionale et du commerce international. Il est aussi, permettez-moi de rappeler, malheureux qu'aujourd'hui, encore beaucoup de ces infrastructures sont de type colonial, qui relient principalement les sites de production jusqu'au port. Or que les pays ont besoin de davantage d'infrastructures qui permettent
de relier la logistique et les pays entre eux. Le développement et la fréquence des liaisons aériennes de la RAM vers les destinations subsahariennes, aujourd'hui au nombre de 33 de dessertes au total, ont permis de combler le déficit en matière de logistique. Mais le déficit subsiste en matière de liaisons maritimes et la qualité d'infrastructures ferroviaires et routières. Les pays n'étant pas forcément connectés et plusieurs ports au niveau de la façade atlantique n'ont pas été conçus dans l'optique d'un marché régional. C'est encore un constat, donc conçu dans un cadre encore de type colonial et qui n'ont pas permis également d'anticiper sur les besoins de développement à l'échelle régionale, qui reste l'un des objectifs majeurs d'intégration économique. Ce qui n'est pas sans engendrer un allongement de la durée des opérations et une hausse de coûts, et notamment de la facture énergétique. Un produit exporté en Afrique coûte beaucoup plus cher qu'un produit en provenance d'Asie, en raison principalement des coûts de logistique et de transport. Dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine maritime avec les pays africains, et encore plus récemment de l'initiative de la route de la soie, nos pays peuvent saisir cette opportunité et développer des liaisons susceptibles de renforcer les échanges. Et le facteur ou le commerce constitue l'un des principaux facteurs d'intégration régionale qui permettrait d'ailleurs de combler un certain nombre de déficits, ne serait-ce que sur le plan de sécurité alimentaire, où l'Afrique continue à importer une grande partie de ses besoins alors qu'elle a toutes les capacités de production sur place. Le port de Tangemed peut jouer un rôle essentiel dans le renforcement de cette intégration et dans la promotion de la compétitivité de l'Afrique à l'échelle internationale, grâce aux efforts fournis pour devenir un véritable hub portuaire et logistique au rang des leaders de la connectivité logistique au monde, mais également le futur port de Dakhla. Autre hub financier, cette fois-ci, c'est celui de Casa Finance City, qui regroupe désormais près de 145 entreprises, qui couvre 46 pays du continent. Un catalyseur de facilitation pour les entreprises, mais également un accélérateur de réforme d'environnement des affaires et une plateforme de partage et d'expertise. Le CFC abrite également le fonds Africa 50, dont la vocation est de financer les grandes infrastructures de transport du continent, comme les ports et les autoroutes, la production de distribution d'électricité et l'accélération des projets de télécommunications. Enfin, le Maroc consolide son engagement envers le continent africain en présentant officiellement sa demande d'adhésion à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et constitue l'une des zones les plus intégrées du continent. Pour être une réussite, le processus d'intégration régionale doit être toutefois équitable, intégré entre les pays au sein d'un même pays, pour créer des opportunités pour tous et éviter de laisser pour compte. Mais approfondir le processus d'intégration régionale en Afrique n'est pas une chose ni une tâche aisée, en particulier avec 54 pays ayant des intérêts, des priorités souvent diverses. Et nous voyons l'exemple de l'intégration maghrébine qui peine à se réaliser et à laquelle Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a encore appelé dans son dernier discours. La réalisation de l'intégration africaine passe par la convergence des visions, des objectifs et le traitement concerté et partagé des problématiques communes, telles que l'urbanisation accélérée, la sécurité alimentaire, la migration, les changements climatiques et encore l'exploitation des ressources communes. Nous voyons très bien des exemples, encore une fois, en Afrique de l'Ouest, où les pays partagent des ressources communes et mettent en œuvre dans plusieurs initiatives pour favoriser une exploitation et des retombées pour l'ensemble des populations. Surtout, cette intégration doit être inclusive, viser les jeunes, qui, rappelons-le, le continent dispose de la proportion de la jeunesse la plus forte en Afrique, au monde, et les femmes en particulier, formaliser le secteur informel et garantir un travail décent pour tous. Au sein du Conseil, permettez-moi de vous présenter ici quelques propositions que nous appelons dans ce cadre. Premièrement, renforcer les accords de partenariat et signer les nouveaux accords de libre-échange avec les pays africains et des accords de protection des investissements et non double d'imposition. Mettre en place un écosystème régional qui intègre les pays partenaires et qui favorise une compétitivité partagée pour mieux s'intégrer ensemble dans des chaînes de valeur mondiales. Troisième point, développer la connectivité et renforcer la compétitivité logistique, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien. Développer les interconnexions électriques et les infrastructures de transport de l'énergie
pour favoriser l'intégration énergétique africaine et euro-africaine. 6e point, développer une logistique partenariale en créant des joint ventures entre les entreprises marocaines et africaines ou méditerranéennes. Mettre en place une politique des visas à même de faciliter l'accès au territoire national des investisseurs et des opérateurs économiques et pays partenaires. Il est important de rappeler aujourd'hui que le Maroc facilite en tout cas à lever le visa pour 11 pays des 15 pays de la CEDEAO. Et c'est une première étape car la liberté de circulation des biens et des personnes reste un aspect majeur de l'intégration économique régionale. Développer des plateformes régionales d'accueil dans des domaines à fort potentiel, tels que l'enseignement supérieur, la santé ou les technologies de l'information. Nous savons tous le besoin d'avoir des réseaux d'universités et que l'Afrique a besoin d'internaliser également la formation de ses élites. Cela pourrait être aussi une première étape d'intégration économique. Pour conclure, je dirais que notre pays est formellement engagé pour renforcer l'intégration multidimensionnelle du continent. Il y croit fermement. Il a été l'un des premiers pays à adhérer à la zone de libre-échange continentale et donc témoigne de sa forte, en tout cas de son fort engagement pour cette intégration économique, qui se traduit par des réalisations concrètes ayant un impact réel sur le développement des échanges et des territoires. Il est cependant nécessaire d'accélérer la mise en œuvre d'un ensemble de facteurs pour favoriser le développement et cette intégration. D'ailleurs, on le rappelle encore une fois, la nécessité d'assurer la mobilité des compétences et des produits au sein du continent et assurer la complémentarité et la prospérité que nous appelons tous de nos vœux. Je vous remercie pour votre attention et merci, madame.